bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith, bienvenue sur votre programme quotidien et comme vous le savez en même temps de lundi à vendredi nous nous retrouvons pour donner bien sûr, je vous en prie, pour donner du sens bien évidemment à notre programmation et nous saluons comme vous le savez toutes ces femmes qui pour cette émission ont choisi justement de s'arrêter un temps soit peu devant leur petit écran. Eh bien écoutez madame, même si vous avez fui un tout petit peu le marché et pour vous arrêter devant votre petit écran, lorsqu'il sera 12h, s'il vous plaît, allez rapidement nous faire à manger. Petit clin d'œil, bien sûr, aux femmes qui nous regardent ce matin. Grève des enseignants, ils sont bien sûr à 4 jours aujourd'hui et ils sont déterminés à faire entendre leur voix. Le collectif, en même temps, de ces enseignants indignés, on va le dire pour la plupart, baptisés OTS aujourd'hui sur le territoire national, n'arrête pas de faire entendre sa voix. Chapelet de récrimination, ils demandent, ils imposent au gouvernement d'entendre leur voix et le comportement du gouvernement, on se pose encore la question, le gouvernement camerounais, à travers les ministères, le ministère des enseignements secondaires est-il capable justement de résoudre au plus vite cette situation? Ont-ils ou encore le gouvernement a-t-il les possibilités réelles d'apporter une solution urgente, rapide et efficace à la grève prononcée par les enseignants? Ils sont à 4 jours, ils sont déterminés à aller plus loin et si rien n'est fait dans les délais qui suivent. Entre autres, madame, monsieur, les parents d'élèves, pour beaucoup, ont choisi, oui, de demander aux enfants de ne plus aller dans les salles de classe et d'établissement en guise de soutien. Et ils sont également nombreux, ces enfants qui ont choisi également de sortir avec des pancartes et faire entendre leur voix pour demander justement le retour des enseignants dans leur salle de classe après que ceux-ci soient justement payés. Parlant justement de paiement, il y a un souci énorme dans le sérail aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec la ligne 94 au niveau du ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire? Ça fait grand bruit quand même. Qui sont ceux qui ont mis l'argent, qui ont mis la main dans la ligne 94? Est-ce qu'on peut aujourd'hui ouvrir une réelle enquête autour de la ligne 94 du Minepad pour en savoir un peu plus? Qui sont ceux des pontes du régime aujourd'hui qui sont indexés? Pourquoi porter le regard seulement sur l'actuel, on va dire, monsieur Sylvain Vendant? N'y a-t-il pas des personnes tapis dans l'ombre, plus connues au sommet de l'État aujourd'hui, et qui ont eu à tremper naturellement dans la ligne 94. Ligne 94 au moment où les enseignants demandent justement à avoir leur solution être résolue. Je veux dire, leur problème est résolu au plus vite. Madame, messieurs, on en parle encore ce matin, assurément. Comment expliquer que depuis la fin de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, les Camerounais n'ont pas d'électricité pour la plupart, retour des délestages? Que dit exactement l'entreprise Eneo? Pourquoi porter et jeter le dévolu justement sur la Sonatrel? Finalement, le Camerounais n'a-t-il rien à revendiquer de son pays, de son État? Comment vivre dans l'obscurité en 2022 sous 40 ans de pouvoir? Bienvenue à tous, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Charles Hamel, Bonbon Bengan, Isabelle Carozepet, Dominique Audrey, nous sommes à vos côtés. Merci de nous recevoir chez vous. Je commence avec vous ce matin. Bonbon Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachonumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Vous avez commencé avec les enseignants qu'on appelle faire des lances de la nation. Voilà, mais comme il n'y a plus de lances, on fait comment? D'accord. Le vrai fait lance. Voilà, je vais également... Je laisse enseignant. Voilà. Donc la lance n'aura plus de fer. Donc la lance ne pourra plus. Je vais dans le Sceau. Quand je dis Sceau, vous allez penser que c'est le Nyong et Sceau. Non, ce n'est pas le Nyong et Sceau. Sceau, c'est une localité dans le nord Cameroun, précisément dans le Mayo-Ré. Là-bas, l'école primaire n'a pas de banc. Je dis bien à Sceau, dans le Mayo-Ré. C'est fait de nattes. Donc les salles de classe sont faites de nattes et il n'y a pas de table-banc. Il manque cruellement de table-banc. Alors c'est une localité apparemment qui est proche du parti, proche du pouvoir, c'est-à-dire URDPC, UNDP. C'est le parti au pouvoir. Hein. Parce que quand on parle de parti au pouvoir, on a l'impression que c'est seulement le RDPC. Non, c'est le RDPC et ses alliés. Pourquoi avez-vous abandonné la localité de Sceau dans le Mayo-Ré entre nous? Bonne question. Bon Bengan. Charles Lamem Batchou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. On se rend compte que la ligne 94 était le puits de beaucoup de personnes et les premières informations font état de plein d'anciens ministres, plein de personnes qui auront puisé
sous des appuis multiformes dans la ligne 94. Non, Charles Lamel était, ça veut dire que ça n'existe plus. Dit que est le puits. Le puits. Non, quand on dit était le puits, c'est pour ceux qui étaient encore en fonction et ceux qui sont passés par là. Il faut plutôt dire, ça semble être le puits inépuisable. Voilà le mot. Inépuisable. Voilà. Un puits inépuisable où de nombreuses personnes se sont servies pour réaliser un ensemble de choses. Est-ce que, telle est la question qu'on se pose, est-ce que lorsque tout cela sera mis à jour, il y aura de véritables sanctions lorsqu'on connaît les ramifications jusque dans certaines familles et pas n'importe quelle famille? Charles Lamel-Batiou, je voudrais également votre suite sur la question, également rappeler qu'il y a cette mise, il y a un travail qui est en train de se faire aujourd'hui avec les fins limiers de la gendarmerie pour mettre la main sur certaines personnes dans le sérail. Je le rappelais encore hier d'entrée de jeu que le plan et le regard qu'on porte là-dessus, c'est qu'il y a des personnes qui voudraient bien tenir les rênes du pouvoir une fois le chef d'État ne sera plus là, et il faut élaguer tous ceux qui susceptiblement peuvent avoir beaucoup d'argent. Non, monsieur, et le regard porté justement, je suis l'un de leurs, c'est celui qui est susceptible d'être considéré comme étant le fonctionnaire le plus riche du Cameroun. L'histoire, lorsqu'on essaie de fouiller, puisque c'est un dossier sur lequel nous travaillons, la ligne 94, il se dit qu'Alamine Ousmane Mé a tout fait pour vouloir évincer celui que vous taxez aujourd'hui de la paire de fonctionnaires le plus riche, et que des ramifications partant de la présidence et des familles ont toujours tout fait pour l'imposer, et même le ministère des Finances y a joué un rôle. Dieu merci, aujourd'hui la présidence a mis la main sur la ligne 94. Le ministre du plan d'aménagement du territoire n'aura plus la main mise sur cette ligne 94. En attendant la fin de cet audit, tout décaissement de cette ligne viendra de la présidence. Espérons que là, ce ne sera pas comme la taxe force. Vous vous rappelez la taxe force? Il y a également eu des taxes forces qui sont passées par le 94. En tout cas, on en parlera, Charles Lamel-Batiou. Isabelle Carrozepet, bonjour madame, bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Clin d'œil à 16 enseignants qui ne baissent pas les bras et qui continuent justement à vouloir que justice soit faite en leur faveur. Et à ce moment où ils traversent des pires épisodes de leur vie, des violences en milieu scolaire ne cessent malheureusement d'être toujours enregistrés. Prompt rétablissement à cet enseignant hier du côté d'un lycée bilingue de Bonastama, qui s'est fait poignarder par un élève de ce côté-là. Merci beaucoup Isabelle Carrozepet. Je ne vois pas les yeux d'Isabelle Carrozepet. Ben, je ne sais pas. On ne voit pas ses yeux. Dominique Audrey, bonjour. On voit madame. ses yeux. Moi j'interpelle mon beau. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Thomas Sankara disait à son époque: la révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus, d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent le destin. Et on a marre des enseignants qui viennent faire décortiquer les pistaches à leurs élèves en classe parce qu'ils doivent vendre ça pour pouvoir manger. Et on a marre d'avoir des enseignants qui partagent le pain avec les enfants à l'école parce qu'il n'y a rien à manger. Aujourd'hui, les enseignants sont debout avec certains parents qui ont encore leur lucidité. Et Dieu merci, on voit certains corps de métier de notre pays se lever pour soutenir ces enseignants-là. Bon courage à eux. Merci infiniment Dominique Audrey. Et rapidement, nous allons sur la même veine, vous laisser nous restituer l'histoire de ce matin comme le veut le synopsis, la tradition et tout ce qui va bien. Notre père a acheté 500 mètres carrés de terrain à Melaine il y a 20 ans. Nous avons construit sur 200 mètres carrés et juste à côté de notre terrain, il y a un papa qui lui a acheté 1000 mètres carrés et y a construit sa maison et des locations. Pendant toutes ces années, ce voisin a essayé à plusieurs reprises d'empiéter sur le terrain de notre père. Tantôt, il venait déposer du bois sur la parcelle de notre père et heureusement, notre père était assez imposant à ce niveau et il a toujours su le contrecarrer. Malheureusement, il y a 3 ans, notre père a développé un cancer
qui a épuisé toutes ses finances. Ce voisin, le fameux d'à côté, est venu rendre visite à notre père et il lui a proposé de lui vendre ce terrain, le reste de la parcelle, soit 200 mètres carrés sur les 300 inoccupés, pour que celui-ci puisse payer ses factures. Notre père l'a simplement chassé et lui a dit « Ces 300 mètres carrés reviendront à mes enfants quand je ne serai plus là ». Malheureusement, il y a 6 mois, notre papa est décédé et le jour de sa mort, sans aucune pudeur, ce voisin est venu me proposer à moi, l'aîné qui vous écrit, une somme pour pouvoir faire le deuil de notre père et en contrepartie, il fallait simplement que je reconnaisse avoir perçu de l'argent pour la parcelle de notre terrain. Notre petit frère, le dernier, qui est très sanguin, n'a pas supporté cette situation et a chassé cet homme avec une machette. Malheureusement, en s'enfuyant, le papa est tombé et s'est fait mal au niveau de sa jambe. Quelques jours plus tard, on nous sert une convocation à mon frère et lorsqu'il va au commissariat, on lui dit qu'il a agressé, violé le domicile de ce papa. On parle également de coups et de blessures devant témoins qu'on a présenté comme étant la femme du monsieur, mais comme par hasard, cette femme, au moment du décès de notre père, était en voyage. Notre maman est allée supplier le voisin en lui disant vraiment, on n'a pas besoin d'en arriver là, on se connaît depuis plus de 20 ans déjà, on pourrait gérer ça à l'amiable. Le voisin lui a dit, cette parcelle de terrain, je la veux, vous allez devoir me la donner de quelque façon que ce soit vous prenez l'argent, soit je l'arrache. Et à côté de ça, mon frère menace d'attenter à la vie de cet homme s'il persiste dans cette lancée. Mon papa de son vivant a refusé de vendre ce terrain à cet homme. Cet homme menace l'avenir de mon petit frère et menace de l'envoyer en prison. Pourtant, celui-ci a un avenir prometteur. Ma mère n'est plus en très bonne santé. Je suis dans un dilemme, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vends le terrain contre la volonté de mon père? Voilà. Merci beaucoup Dominique Audrey pour votre histoire de ce matin, restituée venant de nos téléspectateurs. On va se retourner vers vous, Isabelle Caroche, Charles Amel, Bengan, pour tenter de mieux comprendre cela. Relation de voisinage, on va dire être envieux du bien d'autrui, mais surtout le comportement de ce qu'on pourrait qualifier de police ou de justice dans une certaine mesure aujourd'hui. On va essayer ensemble de mieux décortiquer cela et de trouver où se situe le problème et comment est-ce qu'on peut s'en défaire véritablement. Je me retourne vers vous d'abord, Isabelle Caroche-Pet. Quel commentaire faites-vous à l'histoire de ce matin? De pouvoir simplement réitérer aux uns et aux autres que la violence ne résout aucun problème, qu'il ne faut pas se lancer dans ce genre de situation, qu'on ait tort ou alors qu'on ait raison, il ne faut pas le faire. Parce que je crois que c'était un piège bien tendu par ce monsieur, c'est-à-dire que celui qui voulait les parcelles de terre, c'est un piège qu'il a suffisamment bien tendu, c'est une histoire qu'il a montée de toutes pièces. Il savait que les enfants, sous l'effet de la colère, devraient sortir de leurs gants. Et maintenant, lui qui devrait simuler, peut-être qu'il a même eu une fracture ou quoi que ce soit, on sait tous comment ça se passe, certificat médical et tout ça, simplement pour avoir des charges contre ce petit frère et pouvoir simplement le mettre dos au mur. Ce que ce monsieur recherche, c'est faire pression sur cette famille vulnérable et pouvoir atteindre son objectif, celui d'avoir cette parcelle de terre. Malheureusement, on a des personnes aujourd'hui qui se permettent, au nom de ce qui est une corruption ambiante dans le pays, ou alors de ce qui soit X ou l'enfant de Y, ou alors est de longs bras, de pouvoir user de cela pour vous priver, vous, de ce dont vous avez automatiquement droit. Et à ce moment-là, je crois simplement que ces enfants ne fléchissent pas, que ces enfants ne faiblissent pas, qu'ils se battent à trouver un avocat pour justement défendre leur cause, expliquer et pouvoir relater les faits comme il se doit. Autre chose également que je tenais à souligner, c'est quand on a un lopin de terre, vraiment c'est pas évident, mais faites le minimum de faire une barrière. Quand je dis une barrière, c'est trop dire, mais au moins de faire des limites d'expiration, parce que j'ai écouté dans l'histoire, on disait au départ, le voisin se permettait de venir mettre des choses sur le terrain de l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire que à force de laisser le voisin utiliser votre espace, à un moment donné, il se perd. À un moment donné, la jalousie commence à prendre de l'épaisseur
Et à un moment, il veut que cette terre, vraiment, il puisse l'approprier. Et là, il commence à développer toutes les stratégies, tous les moyens pour pouvoir l'avoir. Pourtant, s'il y avait une petite barricade, s'il y avait quelque chose qui servait de séparation, ou alors si le papa était assez dur, il disait vraiment ma terre est ma terre, il ne faut en aucun moment l'exploiter, je crois que ça aurait diminué l'appétit qu'avec ce voisin pour cette parcelle de terre. Alors je crois qu'aujourd'hui, ils ne doivent pas céder parce que c'est ce que le monsieur en question veut, que ses enfants cèdent. Voilà, je vais envoyer votre frère en prison parce qu'il m'a violenté, parce qu'il m'a fait ci, parce qu'il m'a fait ça. Mais comment venez-vous chez quelqu'un, lorsqu'on vous chasse, vous vous cassez ou vous foulez le pied, vous allez dans une brigade, dans un commissariat, je ne sais trop où, et bien que celui-ci soit retenu. Moi, je pose encore la question parce qu'on sur dira l'enquête de moralité, non, sur l'attitude justement de ceux qui sont, on va dire, officiers de police aujourd'hui. Tout dépend de comment chaque personne présente les faits. Alors, donc, ça veut dire que vous présentez les faits dans un commissariat ou dans une brigade, vous avez automatiquement raison. C'est ça? Non, c'est pas d'avoir automatiquement raison. Mais je dis, il est important de savoir comment est-ce que le monsieur en question a présenté les faits. D'abord, ça part de là. Il a peut-être utilisé une autre voisine qui est venue témoigner en sa faveur, ou alors sa femme, ou alors un de ses enfants qui a dit oui, effectivement, papa s'est rendu là-bas, on a sorti une machette, le jeune homme voulait le couper avec, parce qu'il était un peu fort, qui s'est levé. Mais vous violez un domicile qui n'est pas le vôtre, vous violez le domicile de votre voisin, qui vous pourchasse de chez lui avec une machette, vous sortez, vous cassez le pied, et vous juste trouvez mieux d'aller dans un commissariat, porter plainte, et celui-ci, on lui met la main dessus. Mais Michel, il faut tout de même dire, même si la personne y a une violation de domicile ou quoi que ce soit, il n'est pas venu avec un gourdin. Ça veut dire que le jeune homme en face n'avait pas le droit aussi de sortir une machette et de se comporter de la sorte. Parce qu'il faut reconnaître également que ça aurait pu mal tourner. Très bien. Ça au moins, il faut le reconnaître. Le mal est profond quand même. Cher Lamine Battu, je me retourne vers vous justement pour questionner ici, on va dire, le comportement. Vous me permettrez qu'on revienne là-dessus au-delà de l'histoire. Ici, j'insiste sur le comportement de ceux qui sont enquêteurs dans des situations comme celle-ci. Comment justifiez-vous qu'au niveau des commissariats, au niveau des brigades aujourd'hui, très souvent, le plaignant a automatiquement raison? Où est-ce qu'on met des enquêtes approfondies? Ça dépend de comment le plaignant entre dans le commissariat. S'il entre comme Rockefeller, on le gère comme Rockefeller. Voilà. S'il entre comme Bill Gates, on le gère comme Bill Gates. Donc, ça dépend. S'il entre en posture de mendiant. Et il y a les avocats, il y a un terme qu'ils emploient. Dis-moi les mensonges, je te conseillerai un mensonge. Dis-moi la vérité, je te conseillerai dans la vérité. Donc, c'est à chacun de savoir, M. Michel Ngatou. Je pense qu'il y a 3 choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. L'argent, la femme, le terrain. Le terrain a occasionné tellement de morts, tant de morts physiques que psychiques, tellement de morts. Des gens sont tellement morts pour l'affaire du terrain que vous ne pouvez pas imaginer. Les guerres mondiales là n'ont rien fait par rapport à l'affaire des terrains, M. Michel Ngatou. On vous empoisonne. Lorsque ce papa s'est rendu compte qu'il y avait un prédateur sur son bien, comment a-t-il sécurisé son terrain? C'est la première question. Je sais qu'il y a un prédateur sur mon terrain, quelqu'un qui cherche à rentrer chez moi. Comment je fais pour sécuriser mon terrain? Je monte une barrière. C'est la première chose. Je ne monte pas une barrière, je fais une fondation. Je lance une fondation, M. Michel Ngatou. Si j'ai un peu de possibilité, je commence même par un mur qui me sépare, moi, de l'individu et met le reste en contreplaqué. Il n'a pas sécurisé parce qu'il se disait qu'il devait être là pour constamment défendre le terrain. Est-ce qu'il y a des papiers sur ce terrain? Est-ce qu'il y a des papiers, le titre foncier sur ce terrain? C'est une autre question. On sait qu'il y a des cas où vous louez votre maison à quelqu'un, la personne se retrouve à faire les papiers même sur votre maison, à utiliser. Et de plus en plus, on a ces cas avec les pasteurs des églises de réveil qui transforment les maisons des gens en églises. Et à la fin, lorsque vous venez le mettre dehors, ça devient un autre problème. On a souvent ces cas. Ici, là, le père a commis une erreur, il a péché. Et il a entraîné ses enfants dans cette erreur. Il est parti. Pendant qu'il était vivant, comment les enfants ont décidé de sécuriser le terrain? Ça me rappelle une histoire à Bonapriso d'une veuve
d'une veuve aujourd'hui que les gens sont venus la trouver dans sa barrière. On est venu dans sa barrière, cette pauvre veuve, cassée avec la complicité de certaines autorités ici à Bona-Prison. Cassée jusqu'à on est en train de mettre la fondation, alors que c'est le terrain de la femme. Elle a tous les papiers sur le terrain. On est venu casser et engager. On a profité, elle n'était pas l'état un deuil. Elle est venue trouver qu'on a cassé, on a béni, on a en train de créer. Donc, c'est vous dire qu'il y a cette affaire. Tant que vous avez un terrain, sécurisez votre terrain d'abord. Sécurisez votre terrain. C'est mon terrain, je fais ma barrière, je tape une fondation, je mets même une maison en carabote, je dépose même les parpaings. Rien que les parpaings, vous achetez 2000 parpaings, vous faites la barrière, rien qu'avec les 2000 parpaings, pour dire cet espace appartient à quelqu'un, M. Michel Gatchou. Donc je crois que le père a fauté. Les enfants aujourd'hui se trouvent dans une situation d'agression. Mais ils savent qu'effectivement, ils n'ont pas agressé le monsieur, ils ont menacé. Y a-t-il eu des personnes, parce que parfois des gens font ça sciemment. Il a dit, je veux venir et je vais les provoquer sciemment, quitte à ce qu'ils réagissent. Je veux m'arranger à ce que tel fou soit là pendant qu'il pose. Au niveau commissariat, on va dire, tel le quartier était présent. Vous l'avez vu avec la machette? Oui. Il était avec la machette. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a sorti, le père a fui. C'est pendant qu'il a fui qu'il s'est cassé. Notre père pouvait mourir et tout. Oui, c'est une situation qu'il faut trancher. Lorsqu'il y a témoin, il faut trancher véritablement cette situation. Et je crois que là, il devra expliquer en présentant les intentions qui ont été les siennes, non pas de blesser, mais lui faire comprendre que ce terrain jamais ne devra être vendu. Pendant qu'on est en train de le discuter, qu'est-ce que les enfants font? Commencez par aller sécuriser le terrain. Si vous n'avez pas le titre foncier et tout, ce sera là le problème, mais allez sécuriser le terrain. Alors, je reviens rapidement avec vous, Bon Bengan. Comment est-ce qu'on peut être envieux d'un bien qui ne vous appartient pas? Vous êtes le voisin de quelqu'un, vous enviez son terrain, mais qu'est-ce qui peut amener des êtres humains africains pour la plupart, parce que bon, au Cameroun c'est légion, pratiquement partout sur le territoire camerounais. Qu'est-ce qui peut pousser que l'homme soit envieux du terrain de son voisin? Non, parce que le terme méchanceté existe. Ça existe dans toutes nos langues. Le terme envieux existe, justement. Mais le problème ici, c'est le problème de la régulation sociale. Est-ce que nous avons les institutions et les lois qui encadrent cela? J'ai dit non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le loi plus fort, c'est la raison du plus fort qui domine ici. C'est la corruption, la cupidité et tout ce que cela comporte. Donc c'est pour cette raison que je m'en dis ce que les autres ont fait. Mais maintenant, c'est déjà en litige. Et je leur dirais, il ne faut pas céder au chantage. Mon fils, toi qui es agressé, va dire la vérité. On te mettra en prison, accepte. Mais sécurisez votre terrain. Absolument. Sécurisez le terrain. D'abord, mais ne cédez pas, surtout l'aîné qui semble, dont le cœur semble vaciller. Pourquoi? Ne prends pas cet argent. Ton père a refusé cet argent, il était à l'article de la mort. Maintenant, tu viens commencer à philosopher. Tu philosophes quoi là? Tu ne prends pas. Justement, c'est ton attitude qui a mené ton petit frère à vouloir chasser cet homme, parce qu'il voyait comment tu allais procéder, tu allais céder. Tu allais céder. Tu aurais dit à ce monsieur, comme toi tu es diplomate, de manière ferme, non, papa, je ne te verrai pas, je ne te donnerai pas le terrain. D'abord, nous n'avons même pas encore géré le deuil de papa, donc ce n'est pas le moment, on verra après. On verra après. Il part avec son argent. Il n'est pas question de prendre l'argent, commencer à tergiverser, non? L'erreur, ce n'est pas ton petit frère, c'est de toi qui raconte l'histoire. C'est toi qui as poussé ton petit frère à la faute. Parce que justement, tu as commencé à réfléchir sur un problème pour lequel papa avait réfléchi et donné des solutions. Va sécuriser le terrain, même avec les piquets et les fils barbelés. Tu le fais, quitte à ce que ce voisin belliqueux casse. Là maintenant, aussi vous allez saisir le même commissariat pour leur dire que voilà, nous on a sécurisé le terrain. Il y a surtout la maman qui est mal, parce qu'en fait elle ne voulait pas voir son fils aller en prison. Maman, on gère, que non, ce n'est plus un problème d'humeur. Il y a une relation de voisinage. Ce n'est plus un problème d'humeur. Oui, je vais faire comment pour mon fils n'a pas vraiment. Vous avez un voisin belliqueux. Un voisin belliqueux, vous faites comment? Vous n'avez pas sécurisé, vous l'avez laissé, vous avez multiplié les fréquentations. Nous, on évite. On dit, quand vous allez sur une piste,
les Africains disent, quand il y a une souche quelque part où vous cognez souvent le pied, on l'évite de loin. On l'évite de loin. Vous n'avez pas grandi au village. Nous, quand on allait au champ, où chercher les noisettes et tout, on savait qu'il y avait souvent un petit rocher là. Si on ne savait pas bien, on colle le pied, ou bien un arbre, on a poussé. C'est les souches. On savait que non, à tel niveau, il y a ça. On les évite. Des jours comme des nuits. Voilà, on les évite. Et ils n'ont pas su éviter le voisin. Donc ici, il n'y a pas question de céder au chantage. Si les autorités policières, parce qu'elles ont mangé, parce que quoi t'envoie votre fils en prison, Isabelle Carole a dit, qu'on mettait un avocat, s'il réussit à le défendre, tant mieux, s'il ne veut pas, qu'il aille en prison, mais sécurisez votre terrain. Il va en sortir. Le monsieur a dit que qu'on monte ou qu'on descende, le terrain il l'aura. Il l'aura pas. Si on met les piquets et dit, il va faire comment, il agressera, il l'aura pas. Le souci justement que Dominique Audrey est en train de... Il l'aura pas. Parce qu'on a vécu ça. On sait exactement... On a vécu ça. On sait, permettez-moi, Bengal. On sait exactement aujourd'hui au Cameroun, parce que là, le cas ici, ce n'est qu'un squelette du mal-être que l'on a dans une société qu'on a notre aujourd'hui, avec des problèmes liés au foncier. Vous avez votre terrain. Vous avez même un titre foncier reconnu sur ce terrain. Vous êtes surpris que du jour au lendemain, que l'on va vous dire, monsieur ou madame, cet espace ne vous appartient pas ou ne vous a jamais appartenu. Parfois, on vous dira, vous avez trompé nos parents. Les parents hier vous ont vendu le terrain à 2000 francs le mètre carré. Aujourd'hui, on vous le revendra à 20 000, 25 000 francs le mètre carré. C'est des choses qui se passent en ce moment au Cameroun. Alors, ce n'est qu'un cas. Lorsqu'on revient justement sur l'histoire de ce matin, quand le voisin dit, coûte que vaille, je prendrai ce terrain. Mais la mort va s'en suivre, bon Bengal. Mais la mort peut être de tous les côtés. Quand vous enterrez quelqu'un, qu'est-ce que vous dites? Quelles sont les dernières paroles que vous prononcez? Que la terre de nos ancêtres soit légère. Ça veut dire que cette terre-là, vous pouvez envoyer des gens là-bas. C'est pour ça que Charles vous a dit, le litige foncier amène à la mort. Ce n'est pas parce qu'il a de l'argent, il est peut-être leur papa, il est considéré comme le papa aujourd'hui, qu'il est puissant, qu'il va les tuer tous. Non. Ce n'est pas dit comme ça. Mais l'autre chose, même le terrain, ce que Charles a dit à Bonapiso, on sait. C'est d'ailleurs un avocat qui est derrière. Voilà. Un avocat qui est venu arracher le terrain d'une veuve. Voilà. On sait ça. Et les tribunaux, ils ne veulent pas donner gain de cause à la veuve. Alors, mais ils sont restés là et la veuve et ses enfants ont dit, tu n'auras pas. Voilà. Tu n'auras pas ce terrain. Et ils sont allés dire au président du tribunal, Bonanjo, de premier instant, Bonanjo, que non. Monsieur, voilà. Est-ce que ce monsieur avait même été le voisin de notre mari? Non. Non. Il vient comme ça, incognito, il vient arracher. Justement, il ne faut pas être laxiste. Le comportement de ce garçon aîné, justement, amène les prédateurs à s'accaparer de vos choses. Il faut être courageux. On verra bien. On verra bien le cas de cette veuve Lambon Bengal. Dominique Audrey, quel commentaire faites-vous justement à ce qui a été rapporté comme histoire ce matin? L'histoire de cette famille est similaire à une histoire que j'ai vécue dans mon entourage proche où, malgré la bonne foi, malgré les papiers, malgré le nombre interminable de procès, le voisin a toujours fini par arracher une parcelle du terrain de son voisin. Il a fini par arracher parce que celui-là est bien positionné et il connaît plein de gens. Ça va paraître incongru ou bien stupide, mais si l'avenir de votre petit frère est en jeu, parce que cet homme visiblement a la possibilité d'envoyer votre petit frère en prison, votre mère, sa santé ne pourra pas, de concert avec votre mère et vos frères, essayer de trouver une solution. Oui, papa n'était pas d'accord, sauf que papa ne sera non plus d'accord qu'on envoie son Benjamin en prison pour une histoire de terrain. Mais qu'est-ce que vous demandez? Qui s'accorde? Qu'il essaye de gérer avec sa mère. La maman est allée supplier et a dit que oui, il y a la possibilité, on peut gérer. J'ai peur pour mon beau-frère, parce que vous n'allez pas avoir un tel... Écoutez, Chalamel, vous n'allez pas avoir un tel raisonnement, parce que lorsqu'on se bat, vous et moi, on se bat, vous et moi, oui. On a eu notre lopin de terre, on a conçu notre maison pour sécuriser nos enfants, oui. Et que demain, que je ne sois plus là,
et que vous prenez sur vous de dire on va s'accorder pour donner aux Et voisins. qu'on menace d'envoyer mon enfant. ami, où est le problème? On menace d'envoyer. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? On va céder. Non, il ne faut pas céder. Pas du tout. Il ne faut pas Il faut céder. même pas céder. Mon fils, on est toi qui es d'accord. en cellule, accepte d'aller en prison. Ne cédez pas. Et surtout, c'est l'aîné, toi l'aîné là. Oui. Tu nous regardes comme tu envoies l'histoire comme si tu n'avais pas de solution. Papa t'a laissé la solution. C'est toi qui pousses ton petit frère à ces choses. D'accord. Il ne faut pas céder. D'accord, Dominique. Si on cultivait un peu plus le détachement sur un certain nombre de choses, je crois que le monde se porterait bien. C'est pas leur terrain. Hein. Sérieusement, C'est pas leur terrain, monde c'est le se terrain de leur porterait papa. bien. Qui gère leur terrain et qui cède. Michel, Dominique Audrey, non, je lui pose une question simple. Dominique Audrey, Il y a l'attachement. vous qui êtes Mère Teresa, d'échanger de tous les biens de ce monde, votre téléphone, vous le posez sur une table, quelqu'un vient prendre. Au nom de ce qui je suis déchargé de tout le monde, vas-y, enfin, mon frère. Vous allez au marché Congo acheter un autre téléphone? Michel, désolé. Charles Amel, les contextes ne sont pas pareils. Il y a des biens pour lesquels on meurt. Il y a des biens pour lesquels... Non, Dominique Audrey. Moi, je connais des Dominique femmes Audrey, qui se sont Dominique tuées parce Audrey. qu'elles se sont accrochées sur un sac. Dominique Audrey, le prendre. que celui qui me tue Ne reste pas mourir. C'est ou trop celui qui facile me à tue vient me dire. tirer demain. Sauf que la mère de Dominique cet enfant... Audrey, on s'attaque à votre femme, votre mari, vos enfants. Vous devez mourir pour ça. Je suis désolé. On s'attaque à la parcelle de terre. Même si je suis mort, je reviens. Je ressors. Je reviens. Donc, nous avons la capacité de le faire. Dominique voudrait dire que la veuve et les enfants doivent tuer leur mari et leur père pour une seconde fois. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Mais si, la maman dit... Quelle est la mère qui va accepter qu'on foute la vie de ses enfants Elle en l'air n'accepte pas. pour 200 mètres carrés? Dominique, Je ne minimise pas cette parcelle. Non, je vous redonne la parole. Justement, c'est le genre de prison qu'il faut assumer. Bon, Mégane. Avec gaieté. Et là, vous allez marcher la tête haute. Bon, Mégane. Justement. Dominique Audrey. Et après, on reste prendre. Dominique Audrey. On reprendra. Bon, votre solution, c'est que il faut s'accorder avec le Il voisin. faut trouver un consensus. Donc, pour lui dire quoi? Que prendre une parcelle. L'avenir des enfants. Si la maman a... Non, c'est les éléments de consensus qu'on veut. La maman a pris sur elle d'aller voir le voisin en le suppliant de ne pas pourrir la vie de ses enfants. D'accord. Que oui, ça c'est le terrain et tout, on peut trouver un arrangement. Prends. Donc s'il y a un arrangement à faire pour que ces enfants puissent avoir une vie paisible. Et qu'est-ce que le voisin a répondu? Hier encore, je disais, non, il a dit, vous vous prenez l'argent, tant mieux. Vous ne prenez pas, je prends le terrain. Donc, Sachez on descend, il va prendre. Sachez donc que ce genre de voisin, une fois qu'il aura pris cette parcelle, il va dire que je veux bien votre maison. Allez vivre au village. Et je vais simplement, on va peut-être le dire, hein. Charles Amel l'a mentionné tout à l'heure. On va pas mourir pour ça. Non, attendez. Non, on va pas mourir. Lorsqu'on est homme, on a un devoir, c'est de protéger ses enfants et sa femme. Vous blaguez. Qu'importe la donnée, même si je suis mort, je protège mes enfants et ma femme. Alors, lorsque je me suis battu, j'ai trouvé un lopin de terre. J'y ai fait une petite construction pour ma femme et mes enfants, parce que la maison, en fait, revient à la femme et aux enfants. Chère dame, on ne joue pas avec ce bien. On ne joue pas avec ce bien. Alors l'étranger ne va pas traverser sa frontière. Vous donnez l'impression venir chez moi me dans dire un pays où tout semble normal. À part même les histoires de terrain, il y a plein de choses ici que les Camerounais vivent et que les familles sont obligées de subir parce que les personnes en face ont le bras long et la possibilité de vous écraser. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont absolument rien fait. Vous et moi, nous venons de Yaoundé. Vous et moi, nous venons de Yaoundé. Il y a une histoire bien connue en Colbison. Je ne vais pas citer le contemporain parce qu'il est bien connu tout le monde là-bas. Et qui avait un problème de voisinage avec... Enfin, il avait un problème avec son voisin. Ou une affaire d'eau qui coule de X et se déverse chez moi. Il lui a dit, attends le jour où on va me nommer. Lorsqu'on va me nommer, je ferai ta peau. Et lorsqu'on l'a nommé justement, où on l'a nommé, il a tout fait de mettre justement son voisin de côté. 3 jours après, son fils qui est mort. Je veux que vous compreniez justement les douleurs. Voilà. Je peux vous dire que lorsque vous posez des actes en même temps,
Ne vous dites pas que vous Voilà, en on sortez. dit la même chose. Il a eu le pouvoir de mettre le voisin de côté, non? Voilà, donc c'est la attention. même chose que ce voisin a la possibilité de gâter la vie de cet enfant. Et j'estime que faut pas être envieux. peut-être votre père a tout fait, il était contre. Mais sauf que si votre père était vivant et qu'il fallait que son fils aille en prison, ce papa n'aurait pas été d'accord. La question a été gérée ou alors a trouvé réponse du vivant du papa. Et c'est là justement où les enfants doivent s'appuyer. Parce que si ce problème arrivait quand le papa ne vivait plus et que de son vivant il n'avait pas connu ça, on pouvait peut-être comprendre pour les enfants de dire ok d'accord on peut vendre cette parcelle. Mais le papa a dit à ce monsieur qu'il ne veut pas vendre cela. Et il a dit également aux enfants qu'il ne veut pas vendre cette terre. Que les enfants retiennent que cette parcelle de terre ne leur appartient pas, mais que ça appartient à leur père. C'est un héritage familial. À eux de grandir, d'acheter leur part de terre et de se mettre là-dessus. Voilà. Il ne faut pas simplement qu'ils cèdent à ce chantage. C'est pour ça que je demande qu'ils utilisent les moyens légaux pour parvenir à leur fin. Et même que ici, justice soit faite. La légalité, Merci beaucoup. Je vous en prie. On va sortir. Attendez, on vient faire le 8 mars. Non, on va vous savez sortir. comment le 8 mars est On arrivé. reviendra certainement dans la deuxième partie. Je vous en prie. Les Merci. gens sont morts pour le 8 mars là. Merci à vous. Merci à tous, Pour mesdames le et 8 mars messieurs. ici. Merci à tous, mesdames et messieurs. On va poursuivre en prenant bien sûr vos commentaires, vos avis sur l'histoire de ce matin, mesdames et messieurs. Rendu à ce moment, voici la colère que nous s'inchère la même battue. Je m'interroge ce jour sur la question du retour de la grippe aviaire au Cameroun. L'on s'achemine petitement mais sûrement vers une crise alimentaire sévère au Cameroun. Et pour cause principale, la dépendance quasi totale de l'étranger et la gestion catastrophique des crises sanitaires, cas de la grippe aviaire. Comment comprendre qu'après une trêve d'exploitation de fermes avicoles sans grand incident, la grippe aviaire H5N1 est de nouveau déclarée dans la région de l'Ouest? Comment comprendre ce retour au moment où les fermes se portaient pour le mieux? Cet autre épisode suivi après celle qui a secoué la filière en 2010, 2020 en pleine pandémie de Covid-19 et dont n'arrivent pas toujours à se remettre les aviculteurs. Ceux-ci qui chiffraient les pertes à cette période-là à 4 milliards de francs CFA, soit 200 millions de dollars. A-t-on déjà procédé à l'évaluation des risques agricoles dans ce pays? Question. Quelle est l'identité du lobbying qui souhaitera à nouveau se relancer dans l'importation du poulet? Comment comprendre que le Cameroun n'arrive pas à se passer de l'extérieur pour booster la filière avicole? Comment comprendre qu'après les ravages de la dernière grippe aviaire, le gouvernement camerounais n'a jamais pensé à la mise en place des mesures protectrices pour éviter un tel carnage? Comment comprendre que le gouvernement n'a jamais pensé pousser les banques à supporter les pertes sèches des pauvres fermiers? D'année en année, on reproduit le même scénario et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comment comprendre que le président de la DIC, de son vivant, avait exigé que le gouvernement travaille à l'autonomisation du pays en intrants, mais ils ont choisi d'accélérer les importations avec comme chef de file le ministre du Commerce en place depuis 18 ans. Or, pendant qu'ils s'enrichissent, les petits éleveurs s'approvisent davantage. Rappelons-nous que les aviculteurs avaient demandé l'intervention du gouvernement auprès des banques pour l'obtention d'un moratoire, car beaucoup d'éleveurs n'arrivaient plus à respecter leurs engagements auprès des banques après la longue période d'inactivité et la perte de toutes leurs volailles. Rappel des faits. On a détruit 1,3 million d'œufs à couvrir. Près de 1,4 million de poussins ont été étouffés. Quand vous réalisez que 33 000 parentaux ont été détruits, je ne sais pas si vous réalisez, mais le préjudice est énorme pour quel coût financier. Le scénario est le même comme la dernière fois. C'est toujours la région de l'Ouest Cameroun, plus grand bassin de production de volailles qui est touché par la grippe aviaire. Avant que la crise du Covid-19 n'arrive, le secteur avicole était à 50% de sa capacité de fonctionnement. La grippe aviaire n'a pas été gérée selon les normes standards comme cela se fait en Europe. Par exemple, dès qu'une ferme est attaquée, on l'isole et on laisse les autres fonctionner.
Ici, toute la région a été bouclée, ce qui fait que cela entraîne des conséquences graves. Et vous pouvez le voir désormais. Comment comprendre le fait pour d'autres aviculteurs, et là c'est important, d'autres aviculteurs de se cacher, de monnayer pour qu'on aille détruire la ferme des autres? Qu'est-ce que le mal est profond? Parce qu'on est à la recherche du monopole. Même le Covid n'a pas fait autant peur au gouvernement que la grippe aviaire. On ne sait déjà d'ailleurs pas pourquoi. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est que la grippe. Ou on ne sait pas encore qui est-ce que la grippe aviaire a déjà tué au Cameroun. On ne sait pas pourquoi tous les pays du monde vivent en permanence avec la grippe aviaire, sauf le Cameroun. On ne sait pas pourquoi le Cameroun n'applique toujours pas bien les mesures de biosécurité pour prévenir la grippe aviaire et le protocole de loi pour lutter contre la grippe aviaire. On fait tout sauf ce qu'il faut faire sur le plan sanitaire pour contenir la maladie. On cible seulement l'économie au lieu de cibler la maladie. Par exemple, le protocole sanitaire veut que l'on érige des barrières au niveau des fermes pour éviter la propagation du virus. Au Cameroun, on érige des barrières plutôt en route pour stocker les éleveurs ou encore les pousser à la faillite. Comment comprendre qu'aussi rapidement les opérations d'abattage sont organisées chez les plus grands fermiers qui n'ont pas osé mettre à disposition les montants exigés officieusement? Comment comprendre cette action à l'ouest Cameroun lorsqu'on sait que c'est dans le Foundi que transite 40% de la production agricole du Cameroun? Les œufs qui partent en République centrafricaine, qui partent au Soudan, qui partent du Tchad, qui partent même au Gabon sont conditionnés au niveau du marché de Mokolo. A-t-on pris la peine de mettre en contribution l'Institut Pasteur, qui est assez bien équipé pour faire un travail correct? Existe-t-il un véritable contrôle effectué sur les produits infestés qui entrent dans ce pays? Détruire est si facile que construire. L'encadrement des éleveurs reste un problème, mais l'assassinat, la destruction complète des fermes reste toujours la solution la plus facile. La filière reste à ce jour orpheline. Or, les éleveurs, les agriculteurs attendent l'accompagnement du gouvernement afin qu'ils sortent de la difficulté. Jusqu'à ce jour, rien. À l'heure actuelle, à l'ouest, c'est des deuils dans des maisons. À l'heure actuelle, c'est des deuils, c'est des larmes, c'est des cris, parce que le gouvernement camerounais a choisi de tuer le secteur avicole, détruire littéralement, alors qu'il y a encore des possibilités de sauver. Bravo à ceux qui t'appuient dans l'ombre, organisent la mort des Camerounais au nom de l'argent, 2 500 000 francs CFA. Vous ne payez pas, on envoie les équipes, on détecte, on détruit. Voilà comment fonctionne le Cameroun. Au lieu de se battre contre les étrangers, on se bat contre nous-mêmes. On se lève le matin, on détruit, rareté sur le marché, un seul mot, importé. Merci infiniment, Chalamel Mathieu, pour cette colère que vous nous restituez ce matin. Et bien voilà, vous parlez quand même du premier grand bassin justement en matière avicole au Cameroun. C'est l'ouest Cameroun avec 80% bien sûr de pratiques dans de ce côté bien sûr du Cameroun. On s'en souvient également que l'interprofession avicole du Cameroun avait fait savoir qu'en 2017, le gouvernement camerounais ou l'État ou ses aviculteurs avaient perdu un peu plus de 16 milliards de francs CFA aujourd'hui. On s'en souviendra également que l'ADIC avait dénoncé de son temps depuis un peu plus de 5 ans la première phase ou la première entrée de la grippe aviaire au Cameroun. La politique menée par l'Occident visant à tout faire pour réouvrir les portes aux poulets congelés au Cameroun. Sommes-nous dans la même politique aujourd'hui? On attend justement d'en savoir un peu plus là-dessus. Bon, Bengan Kanji, la question je vous la pose justement. Comment peut-on choisir le plus grand bassin quand même, je vais dire, de la filière avicole nationale qui est l'Ouest Cameroun, et que le regard qui est porté laisse croire qu'on fait tout pour tuer naturellement le travail que ces derniers apportent, malgré les injonctions en fait du docteur Taïga sur la dernière vague détectée en fin du mois de janvier. Oui, votre question est légitime, j'allais même dire pertinente, mais sauf que procéder à l'observation simple, vous allez vous rendre compte que le plus grand bassin de production de cacao, c'est le sud-ouest. Oui. Et il n'y a aucune usine de transformation de cacao dans le sud-ouest. Je ne suis même pas sûr que 10% de Camerounais le sachent. Je ne suis pas sûr.
Donc ça voudrait dire la chose simple suivante, et c'est ce que Bernard Diongan disait de glorieuse mémoire. On parle de l'autosuffisance alimentaire, mais on mène une politique qui amène à la famine. Je reprends. Est-ce qu'on y est encore dans l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui? Depuis 2016, chers amis, nous avons 3 régions sous assistance alimentaire mondiale par le fonds, par la FAO, oui. le Fonds alimentaire mondial. Les bateaux arrivent là. Vous ne le savez pas. Vous ne le saviez pas. Le Cameroun est sous assistance alimentaire mondiale depuis 2016. Donc, ce qui se passe en réalité, et lorsqu'on va le faire, on va vous dire que ah oui, vous accusez. Non. La différence entre Paul Biya et Ahidjo, c'est quoi? C'est que Ahidjo, contrairement à Houphouët-Boigny, à Léon-Mba et à Bongo, il avait dit aux Français, qu'ils avaient dit eux aux Français à l'époque, que faites chez nous comme chez vous. Ahidjo leur avait dit, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Or, son successeur constitutionnel arrive, il donne l'impression qu'il n'y a pas d'orientation. Ça devient comme ça, j'allais dire, un pilotage. C'est ce qui nous arrive. Oui. Donc, c'est ça qui amène donc à la création des réseaux. Bon, sait il sait que s'il monte tel projet, par exemple, s'il dit de la grippe aviaire m'arriver, et comme il a un réseau puissant, il va casser. Alors, à côté même de Sambor Bengam, peut-être pas dans le même sens que vous, des analystes nous ont fait savoir justement qu'il faut trouver tous les moyens nécessaires pour éponger les budgets mis à disposition au niveau du ministère de l'élevage. Absolument. Alors maintenant, quand on se rend compte qu'il n'y a pas de prétexte réel, il faut créer des maladies, il faut créer des épidémies pour pouvoir poncer en même temps les caisses de l'État. Je vous prends un exemple. La première, soi-disant, épidémie de grippe aviaire, j'étais invité à une conférence ici. L'ordre des médecins, des vétérinaires avait organisé des rencontres qui étaient dirigées à l'époque, malheureusement il est aujourd'hui décédé, Maurice Makek, docteur Maurice Makek. Je peux citer Doufissa, je pense peut-être que lui aussi il est décédé, les docteurs Mandeng et tout, ils sont là. Ils avaient mangé le poulet pour nous dire qu'il n'y a pas de grippe, de crise de grippe aviaire au Cameroun. Que ce que le gouvernement dit, c'est des mensonges. On a mangé le poulet. Donc ici, il est question pour le poulet qu'il en a été hier pour le porc. Vous savez bien que le porc est arrivé à une situation où il ne pouvait plus avoir de production. On est allé acheter les porceaux en France. On a pris, je pense, 3 ou 4 types différents de différents porcines en France pour les venir ici. Et vous avez entendu dernièrement, certains ponts du régime qui ont des réseaux au Brésil ont commencé à vous dire qu'on peut même importer les œufs du Brésil, les poussins, on peut importer. Donc, vous avez un conseil économique et social qui n'arrange rien pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire parce que la plupart d'entre eux, c'est des importateurs. Donc, en fait, ils s'enrichissent. Et c'est pour cette raison, parce que le président de la République les appuie. Ne dites pas qu'il ne sait pas. Il a dit à Eboleva, le dernier commis en 2011, quoi, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Comment lui ne peut donc pas activer la production locale? Il a acquiescé. Qu'on consomme. Et après, on vous dira que quelqu'un a pris dans le compte, vous que connaissez 94 ou quoi là, pour la ligne 94. La ligne. Alors, Isabelle Carozopet, justement, on s'en souvient du cas le plus récent, celui de Bamongo, qui a provoqué, on va dire, la sortie du docteur Taïga de l'élevage aujourd'hui. Est-ce que vous, concrètement, vous y croyez ou quel commentaire faites-vous à tout ce qui se dit aujourd'hui? Je crois qu'on fait simplement la distraction. Je crois qu'on veut simplement distraire c'est ça, le mot. Les uns et les autres, c'est tout, parce qu'il y a des problèmes tellement plus cruciaux que ça. On parle de la grippe aviaire. Qu'est-ce qu'on fait du choléra qui est là, qui est perceptible, dont on devrait réellement se pencher, prendre des mesures urgentes pour assainir l'environnement, parce que quand on parle de choléra, on voit directement l'environnement qui est insalubre. Dont on n'en parle même pas. Dont on n'en parle pas. Pourtant, les conséquences sont énormes. Pourtant, le choléra, malheureusement, a refait surface. Et ces derniers jours, la sonnette d'alarme qui ne cesse d'être lancée, parce que désormais, dans le littoral et bien d'autres lieux,
on parle de ce choléra. Non, quand il y aura un programme choléra au ministère de la Santé financé par les bailleurs de fonds, on va en parler. On va en parler. Mais comme cette fois-ci, on regarde à la grippe aviaire, c'est ça qui apporte voilà, un peu donc je d'argent. crois qu'on est en train de mal replacer le débat parce qu'il y a des problèmes vraiment qui sont plus urgents. Dans cette ferme, on allait et détruire tout ce qu'il y avait comme poulet de ce côté. Qu'est-ce qu'on a pris comme mesure pour cet homme également d'accompagnement? Parce qu'on a vu des personnes qui se sont suicidées quand c'était pour le cas de la tomate, qui n'ont pas pu gérer ou alors faire face à cette situation. Maintenant, pour le poulet, ça revient, ou encore pour cette situation de grippe aviaire, on aimerait voir vraiment un engouement ou encore des mesures d'accompagnement. C'est extrêmement important. Récemment, on lisait dans le cadre de la revue des réseaux sociaux à Wafonka Augustine qui est sortie et puis dire voilà les séries de mesures pour prévenir vraiment le cas de grippe aviaire et tout. Je crois que c'est assez maigre pour pouvoir traverser ce type de situation. C'est assez maigre. Encore que même les mesures dont il fait allusion, est-ce qu'elles sont respectées? Quand tu parles du transport des poulets qui devraient respecter une certaine norme, dans les espaces marchands, ils demandent que les vétérinaires soient pour vérifier la qualité du poulet qui soit vendu. Dans quel marché est-ce possible de ce côté-là? Alors c'est dit justement que le ministère de l'élevage, dans ses politiques justement, semble ne pas mener à très bien ses missions et cherche le problème ailleurs parce qu'en réalité, la question de la grippe aviaire charrie beaucoup de dépenses, beaucoup d'argent. Lorsque ça sort, il n'y a peut-être pas de contrôle ou le bon justificatif, c'est qu'on a une grippe aviaire qui est de retour au Cameroun. Alors concrètement, Isabelle Carole, oui. Est-ce qu'on peut, de votre point de vue, laisser autant les Camerounais être bernés? Parce que souvenez-vous, première grippe aviaire, je ne sais pas, j'étais encore au lycée, où les gens nous ont dit, mais monsieur, j'aime manger les œufs comme vous n'avez pas idée de ma vie. On achetait l'œuf à 15 francs. Et tous s'attendaient à tomber malade. On n'a pas déclaré une seule personne malade de grippe aviaire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais finalement, vous donnez une raison à Charles Hamel qui parle que c'est-à-dire que c'est monté, c'est-à-dire des personnes qui tapent dans l'ombre le fond exprès, de dire qu'on ira détruire ici, on ira détruire là-bas, on vous demande de fortes sommes, si vous ne les donnez pas, en contrepartie, on vous met à genoux, parce que si votre travail ou encore votre activité est plombée, automatiquement, vous frôlez ou alors vous franchissez la crise. Merci à vous, merci à chacun, mesdames et messieurs, merci de rester sur notre antenne. Poursuivons l'édition de ce matin dans un moment, après la petite pause qui va s'observer. Eh bien, on reviendra non seulement sur la question de la grippe aviaire, on va regarder bonnement le ministère de l'élevage ce matin, où se situe la vérité.